Voilà, nouveau plateau pour ce café des libraires. Voilà, nous allons encore, je pense, vous donner envie de continuer la rencontre dans les livres, en tête à tête avec le livre des auteurs que nous recevons sur ce plateau. Et c'est Simon Payen qui me rejoint de nouveau. Simon qui vient souvent sur le plateau du café des libraires et j'en suis ravie. Il est libraire à 1000 pages à Vincennes. Je n'ai pas besoin de vous donner l'adresse, je pense que vous pouvez la trouver facilement. Alors c'est un plateau qui s'intitule Au cœur des ténèbres. On va en parler. Simplement, je rappelle que ce n'est pas des débats à thème, que ce ne sont pas des débats à thème, mais qu'on parle vraiment du livre, des livres dans le ce livre sur ce plateau. Alors avec nous, donc, sur ce plateau, Andrei Kourkov, qui va nous parler de ce nouveau livre qui s'intitule Le cœur de Kiev, qui est paru chez Liana Levy, comme tous, et qui est traduit par Paul Lequen. Et puis, à côté de moi, Gaël Benaccio va traduire Michael McGee, qui a un livre qui vient tout juste de sortir chez Albin Michel, qui s'intitule Retour à Belfast, qui a été traduit de l'anglais par Paul Mathieu. Et nous devions avoir sur ce plateau Victor Delarbol, le fils du père, traduit de l'espagnol par Émilie Fernandez et Claude Bleton, paru chez Actes Sud en septembre 2023. Malheureusement, et je crois que c'est une des seules défections cette année au Festival de Vincennes, et il a une bonne raison pour ça, il est malade, et il ne sera pas avec nous. Mais peut-être que tu diras un mot de ce livre. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Simon. Bonjour Maët, merci encore pour cette introduction. Honneur aux absents, c'est vrai que Victor Delarbol nous manque. Pour celles et ceux qui l'auraient pas lu, je le salue de loin. Et pour celles et ceux qui l'auraient pas lu, quelques mots sur le fils du père, traduit de l'espagnol. C'était notre prix 1000 pages l'année dernière à la librairie 1000 pages. Alors je peux pas être objectif, juste tenter de vous donner un peu plus envie de lire ce roman noir assez génial. 3 générations d'une famille maudite par la violence, traumatisé par la participation du grand-père à la division Azul de Franco. La division Azul, c'était la division espagnole de Franco qui se battait aux côtés de la Wehrmacht sur le front russe pour l'Allemagne nazie. Un roman noir qui explore la reproduction de la violence dans une famille d'hommes gangrénée par une masculinité toxique et un portrait en filigrane de la seconde moitié du XXe siècle espagnol. Il n'est pas là et c'est bien dommage, mais on peut quand même se consoler avec nos 2 invités. Bonjour Michael McGee, bonjour Andrei Kourkov. Grand merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors que le festival America bat son plein en ce samedi après-midi, Michael McGee, à mon sens, ma grande révélation de cet automne. Premier roman traduit de l'anglais, de l'Irlande du Nord, et une grande voix de la littérature européenne, Andrei Kourkov. C'est aussi ça la beauté de ce festival, réunir des écrivains au parcours différents, mais aux livres dont les échos résonnent ensemble. Je présente Michael avec plaisir. Rapidement pour dire qu'il est né à Belfast, qu'il est rédacteur en chef du magazine littéraire Tangerine, basé en Irlande du Nord. Et le livre dont nous parlons aujourd'hui est son premier roman, qui vient tout juste de paraître donc chez Albin Michel. Je vous rappelle le traducteur, Paul Mathieu. C'est toujours important de parler de la traduction. Et un livre qui a déjà été salué vraiment avec beaucoup d'intérêt par la presse anglo-saxonne. Et voilà, on va parler d'une histoire de retour. Absolument. Au cœur des ténèbres, disait Maët, c'était le nom de ce café des libraires. Conrad, célèbre auteur américain, disait la croyance en une origine surnaturelle du mal n'est pas nécessaire. Les hommes sont à eux seuls capables des pires atrocités. Je pense que quelque chose des 2 livres donne raison à Conrad, mais il oublie quelque chose, c'est la littérature. C'est la littérature qui permet à Sean Maguire de s'en sortir, son seul phare. C'est votre plume, Andrei Kourkov, qui arrive à donner encore un peu de sens au jeune Samson, membre de la milice à Kiev en 1919, et à le faire
encore reconnaître le bien du mal. Avant de rentrer plus dans vos livres, je me demandais, vous avez grandi, vous êtes né à Belfast, Michael Maggie, Andrei Kourkov, vous connaissez Kiev comme votre poche. Qu'est-ce que ça fait d'écrire sur sa ville natale ou sur la ville qui vous a vu grandir, Michael? Me? Okay. Thank you so much, Simon. It's such an honor to share a stage with Andre and get the opportunity to speak to you all. You asked me, I guess, about place and city and... Yes, the make sense to write about your city of birth. Yeah, and I think I guess you can't estrange people from the place or the environment they're from or have been born into. And so much of the process of writing this book was a sort of confrontation with that past, with the past that Sean, I guess, in some way or another was born into and inherited. He inherits a past that is extremely violent. The environment in which he grew up is quite a violent environment. And he has in some way internalized this feeling. And it sort of manifests itself at the very beginning of the book, which starts with an assault, a punch. Sean hits this guy at a house party. And the rest of the book then is a story of him sort of trying to come to terms with why he did that, but also trying to understand the sort of structural forces that are at work in shaping this, you know? And it has a lot to do with being born into an environment that seeks, or at least the main form of resolving conflict is the resort to violence, you know? And how he is in some way trying to disentangle himself from this. And the city he's from is also kind of in recovery, you know? We experienced a 30-year conflict. And she's okay. We experienced this sort of 30-year conflict that had a profound impact on my people, my community, and the city in general. And these sort of forces that we're in some way trying to repair are still very much in the process of being repaired. And that's sort of the context around which this book is set. I'll let you translate now. Sorry. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et de partager la scène avec André et d'être en conversation avec lui. Donc vous m'avez posé la question sur le fait de parler de ma propre ville dans mon roman. C'est vrai qu'on ne peut pas séparer les lieux et les personnages sur lesquels on écrit. Et il y a un processus de confrontation avec le passé de Sean dans cette ville qui ressemble aussi à mon propre passé. Donc il s'agit dans le cas de Sean d'un passé extrêmement violent. Il a grandi dans un contexte de violence qu'il a lui-même internalisé. Donc cette violence se manifeste dès le début du roman avec cette scène d'attaque, de coups de poing que lui donne à un autre personnage lors d'une fête à laquelle il est invité. Et le reste de l'histoire, c'est en quelque sorte comment il fait pour arriver à comprendre ce qui l'a poussé à faire ça et à trouver sa paix. Et aussi, il essaye de comprendre les forces structurelles à l'œuvre qui l'ont poussé à ce geste. Donc ça le force à se poser des questions sur ce que ça fait d'être né dans un environnement aussi violent dans lequel il a appris que la façon de résoudre un conflit, c'est d'utiliser la violence. Et donc c'est de ça qu'il essaye de s'extirper. En plus, il vit dans une ville qui est elle-même dans un processus de réparation après 30 ans de conflit.
qui a eu un profond impact sur les habitants de la ville, sur la communauté, sur la ville en général. Et donc, il y a des forces à l'œuvre qui sont dans ce processus de réparation, et c'est un process qui est encore en cours. Et c'est ça le contexte dans lequel j'ai écrit ce roman. Simon, on va peut-être revenir à... Je pense que c'est bien d'enchaîner là, parce que... Oui. Avec plaisir, Maët. Juste pour contextualiser un petit peu, retour à Belfast, Sean Maguire revient donc après une licence de lettres qu'il a obtenue à Liverpool. La ville n'a pas beaucoup changé, l'écho des bombes résonne encore. Sean Maguire, c'est vraiment la génération juste après la guerre, celle qui n'a que les traumatismes et dont la paix finalement n'a pas laissé grand-chose. La croissance économique n'est pas là. Alors Sean, il galère, il fait énormément la fête, il y a quelque chose de vraiment furieux dans votre livre. C'est à mon sens un livre où la noirceur et la lumière avancent côte à côte, avec, je le disais en introduction, la littérature comme phare, qui va être le seul moyen pour Sean de s'en sortir. Vous montrez aussi, il me semble, que la fin de la guerre en Irlande du Nord, scellée par l'accord de 1998, n'a pas apporté de solution durable sur le plan social, peut-être parce que l'histoire ne connaît pas de dénouement. Quel rapport, au-delà de la violence, Sean, il entretient concrètement avec la guerre des années 70, 80, 90 de l'Irlande du Nord et de Belfast? Of course. Yeah, you know, he was born coincidentally when I was in 1990. And so he's part of this generation who are referred to as the ceasefire generation. The milieu of young people who lived post-conflict. And part of the sort of situation that we found ourselves in, or at least that Sean finds himself in, is that he's part of this generation who were promised they would reap the spoils of peace. They were promised a dividend, that their lives would change materially, economically. And that was so much part and parcel of what the ceasefire agreement was. The problem for Sean and his generation, and by extension my generation, was that the vast majority of the communities who were disproportionately affected by the conflict were poor, working class communities. And those communities were the communities that still remain that, you know, still sites of deprivation, still sites of incredible social inequality. And I guess that is part of his estrangement from what he was promised. You know, he was promised opportunities, and opportunities that were afforded to him that his parents' generation may not have been afforded. There's also then this tension between the gap between his experience of the world and the experience that his parents went through, namely his mother who lived through this conflict for 30 years, you know. It was most of her adult life, particularly when it comes to the context of the book. You know, she's in her 40s now, but, you know, most of her life she has endured this conflict in one way or another. And I guess it's had the violence that she experienced during that period, both as like somebody from a community that was profoundly affected from it, but also as a woman, has in some way been inherited by him. And he has to try in some way to navigate that and try and disentangle himself from what that means, you know? As I sort of said, there is like this sort of the Northern Society, or the Society of the Six Counties of Ireland, is still in recovery. And that has all sorts of, you know, effects on the psyche in different ways. And also the financial crash of 2008 sort of serves as an important backdrop to that, you know, that there was this sort of catastrophic economic event that was very much tied to the neoliberal model that the ceasefire agreement sort of put its, you know, became part of the economic block, I guess, of the North, and that also had a profound impact. So, yeah, I guess there is something in him trying to interrogate that estrangement from like the difference in experience between himself and his parents' generation, and how you reconcile that
with where you are, you know. Sorry. Pas de souci. Mon personnage de Sean Maguire est né en 1990. Coïncidence, c'est aussi l'année où je suis née moi-même. Lui comme moi, nous faisons partie de la génération du cessez-le-feu. C'est-à-dire la génération post-conflit à laquelle on a promis qu'elle pourrait cueillir les fruits de la paix et du cessez-le-feu. Recevoir aussi économiquement les dividendes qui avaient été promis, que leur vie allait profondément changer matériellement, économiquement, socialement. Et le problème, c'est que Sean, comme moi, comme la plus grande partie de cette génération-là, on fait partie de la classe sociale, voilà, des travailleurs, pardon, j'étais encore en anglais, qui, en fait, n'a jamais cessé de souffrir des effets de ce conflit-là, et les inégalités économiques ont perduré, avec aussi l'isolement que cela implique. Et donc, les opportunités que nos parents n'ont pas reçues, nous non plus, nous ne les avons pas reçus. Et j'explore aussi dans le roman le fossé générationnel qu'il y a entre la génération des parents et celle des enfants. Donc, quand je parle des parents dans le livre, c'est en particulier la mère, le personnage de la mère qui a passé 30 ans de sa vie d'adulte dans un contexte de guerre. Elle est dans la quarantaine maintenant, mais en fait, cette violence l'a profondément impactée comme membre de cette communauté-là en particulier, mais aussi en tant que femme. Et c'est cet héritage-là qu'elle transmet à Sean, son fils, et c'est avec ça qu'il doit trouver son chemin et qu'il doit aussi apprendre à se délester de tout cela. Je parle des comtés du Nord dans mon roman. Donc, ces 6 comtés qui sont toujours dans leur processus de guérison, avec ces effets toujours très lourds sur la psyché collective. J'ajoute à ça un événement important. 2008, c'est la crise financière. Tout ça a aussi eu un effet catastrophique avec le modèle libéral qui a été permis et qui a empêché les effets promis par le cessez-le-feu d'arriver. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là que je mets en question dans le livre, ces aspects générationnels et puis la recherche de réconciliation. Andrei Kourkov, c'est cette question de la ville. Peut-être tu veux présenter, Maët, un petit peu. Andrei, oui, son œuvre notamment précédente. J'ai presque envie de dire que déjà, rien que raconter la vie d'Andrei, c'est presque déjà un roman. C'est un écrivain ukrainien, vous le savez, il est né en Russie dans une famille communiste, mais il vit depuis son plus jeune âge à Kiev. À 10 ans, il a commencé une collection de cactus et en apprenant leur nom latin, il se passionne pour les langues étrangères. Il en parle, je ne sais plus combien. 6 aujourd'hui. Durant son service militaire, ah oui, ça se passe comme ça, c'est incroyable. Il est enrôlé comme gardien de prison à Odessa. Et c'est là, au cours de ses longues heures de garde, qu'il écrit ses premiers récits, des contes pour enfants. Son premier roman paraît en 1991 à Kiev, 2 semaines avant la chute de l'Union soviétique. Depuis, il ne cesse d'écrire et de multiplier les succès. C'est son roman Le Pingouin, paru en France en 2000 chez Liana Levy, traduit dans plus de 30 langues qui le fait connaître dans le monde entier. Engagé dans la révolution orange, il y a aussi en 2004 en Ukraine son livre Le dernier amour du président,
qui lui vaudra les foudres de Poutine. Ah bon, Poutine ne vous aime pas? Il y a eu ensuite Laitier de nuit, puis beaucoup d'autres. Il y a aussi les événements qui ont secoué la place Maïdan à Kiev entre novembre 2013 et avril 2014 qui ont inspiré le journal de Maïdan. Il y a aussi votre vision de l'Europe avec Vilnius, Paris, Londres. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça se déroule toujours dans des moments extrêmement difficiles pour la population, etc. Et à chaque fois, Andrei arrive avec ce ton tragique, comique qui fait son style, à donner, je sais pas, je dirais presque que c'est au fond du désespoir. Grâce à ça, il y a toujours une petite lueur qui se rallume. Et c'est aussi valable dans Les Abeilles Grises, qui est paru et qui a obtenu le prix Médicis étranger en 2022. Alors, L'Oreille de Kiev est le livre qui précède celui dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Le cœur de Kiev. Kiev, hein, donc cette question de la ville dont on parlait avec Michael sur Belfast, elle est centrale chez vous aussi. On y suit les pérégrinations du jeune Samson, un personnage extrêmement touchant, attachant, pas toujours très doué, qui suit les impulsions dictées par son tempérament dans une ville où règne une extrême violence. La révolution soviétique vient d'avoir lieu et la ville est en proie à des bouleversements. Samson, il bosse dans la milice. Il officie, il est sur tous les fronts, il tente de faire respecter tant bien que mal les décrets. Il se noie souvent dans un verre d'eau et il pense encore plus à se promener main dans la main avec la belle Nadejda. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous replonger dans le cœur de Kiev, dans le passé de cette ville qui est la vôtre d'il y a 100 ans? Bonjour. En fait, à l'âge de 18 ans, j'écris une nouvelle sur les événements à Kiev en 1918. Et c'était une nouvelle comique, historique, mais j'étais toujours intéressé dans l'histoire. Et cette fois, en fait, après j'ai fini Les Abeilles Grises en 2017, une dame, une de mes lectrices à Kiev, m'a téléphoné et a dit qu'elle a un cadeau pour moi. Elle demanda mon adresse et elle m'a ramené le même soir une boîte avec des actes originaux des Tchéka, des services secrets bolcheviques, avec des papiers de documentation sur les cas qui s'est passé à 2018, 19 jusqu'à 27. Et j'ai plongé dans les papiers, j'ai lu, je savais beaucoup, mais là, j'ai trouvé beaucoup de papiers écrits à la main par les gens détenus où ils essayaient d'expliquer à tchéquistes qu'il n'était pas coupable et qu'est-ce qu'il faisait pendant la journée. Et ces détails quotidiens des vies pendant la guerre, en fait, pendant 2 guerres dans le même moment, parce que dans l'école soviétique, je me souviens, on m'a dit que c'était la guerre civile après la révolution d'octobre 1917 jusqu'à 1921. La guerre civile trouvait place en Russie, où l'armée russe combattait contre l'armée blanche, c'est-à-dire les tsaristes contre les révolutionnaires. En Ukraine, il y avait 7 armées engagées dans deux guerres dans le même moment, parce que en 1918, l'Ukraine est devenue indépendante avec l'aide des Allemands, parce que l'armée allemande restait à Kiev pour protéger le premier gouvernement ukrainien indépendant avec Hetman Skoropadsky, qui était le chef du pays. Mais Hetman Skoropadsky avait son armée ukrainienne, numéro 1. L'autre armée ukrainienne était créée par un autre politicien ukrainien très intéressant, qui est, si je ne me trompe pas, enterré à Paris. Simon Petliura, qui était un poète, essayiste, aventurier, philosophe, journaliste et tout ça, et il s'envisageait un autre pays indépendant, une autre Ukraine, et comme ça, il était à la guerre avec Skoropadsky, avec l'armée de Skoropadsky. L'armée la plus grande du monde anarchique était créée en Ukraine aussi en 1918 par Nestor Makhno, encore un politicien aventurier, un homme très intéressant. Et cette armée, au début, avait 35 000
soldats. Et au début, il était pour l'indépendance d'Ukraine, mais un an plus tard, en fait, l'armée de Makhno était sur la côté des bolcheviks. Et après, l'armée bolchevique a détruit l'armée de Makhno et Makhno devait fuir en France. Il avait aussi une armée polonaise parce qu'en 1920, Kiev était occupé par l'armée polonaise. Mais l'histoire des romans, l'oreille de Kiev et le cœur de Kiev, se passe à partir du début de mars 1919, quand Kiev est contrôlé la deuxième fois par les bolcheviks. Et chaque fois, l'armée russe, le gouvernement soviétique vient, il essaie d'introduire des lois drôles, des règles surréalistes. Et ce n'est pas inventé pour moi. J'adore inventer des choses, mais c'est comme quelque chose de mes romans, mais c'est vrai. Par exemple, une des lois. Un décret, oui, c'est ça, une loi. Un décret était introduit sur l'impôt des lingeries. De la lingerie. De la lingerie, oui. Chaque famille ukrainienne devait donner 2-3 paires de lingerie à l'armée rouge. Parce que les soldats avaient rien à s'habiller. On a introduit aussi l'impôt des meubles. C'est-à-dire, chaque famille à Kiev a reçu un papier avec des règles, combien de chaises, combien de tables ils peuvent avoir chez eux. Toutes les autres choses sont réquisitionnées. Réquisitionnées. Oui. Et par exemple, oui, chaque famille avait droit à avoir une chaise par membre de famille, plus une chaise pour les invités. C'était impossible d'avoir 2 tables et tout ça. Et en fait, le roman, l'histoire commence avec ça parce que la table du père de Samson est réquisitionnée par la milice parce qu'il n'y a pas de meubles dans la milice. Et il suivit la table parce qu'il était très attaché à son père. Le père était tué en face de lui. Et le chef des milices a dit que si tu ne veux pas te séparer de la table, tu peux rester chez nous et travailler comme un policier. Uh-huh. Et il est d'accord. Comme ça, par hasard, par accident, devient un policier. Mais Kiev, pour moi, était toujours une ville magique. C'est une ville avec une histoire de 1540 ans. C'est pratiquement l'histoire de Byzantine, l'histoire d'Europe, l'histoire des Russes de Kiev. Et bien sûr, une autre chose, et c'est dommage que c'est le fait, c'était un des nobles de Kiev qui a décidé à créer Moscou. Yuri Dolgoruki, qui est enterré à Kiev. En fait, Andrei Gourkov, c'est l'historien de l'absurde, de l'absurdité du monde. Et comme ça, oui, à l'âge de 20 ans, 22 ans, je rêvais de retourner la ville Kiev sur la carte des villes, villes comme personnages littéraires. Il y a quelque chose de très beau, je trouve, dans ce que dit Andrei Gourkov, dans sa manière de se replonger dans les archives pour écrire son roman. Quand je pense à vous, Michael Magee, je me dis qu'en fait, c'est exactement l'opposé. Évidemment, vous n'avez pas eu besoin d'archives pour écrire sur la guerre en Irlande du Nord, étant donné que vous êtes la génération juste après. Mais pour vos successeurs, pour les écrivains et les écrivaines de demain, comment est-ce qu'ils écriront sur la guerre en Irlande du Nord dans 20, 30, 40 ans? Quel travail de mémoire est fait en Irlande du Nord sur la guerre? Yeah, because like even now there's a generation of young people whose grandparents are the people who lived through the conflict, and the gap has grown wider between those who experienced it directly and those who didn't, their children and grandchildren. And I think that is something that through the process of recovery that we're still very much on is something to contend with. Younger people than me are very distant, and they feel that distance. Not a lot of them, but in different ways, they're also still quite close, in that they're
post ceasefire agreement in 1998, there were still things happening right up until the early 2000s, you know, and often things that maybe weren't as explicitly violent in terms of state killings or whatnot, but there was still a lot of violence being perpetuated in different ways, through parades, through inter-community strife, and all the rest of it. And I think, you know, I didn't do archival research or anything like that, mostly because my family lived through this very directly, and my mother in particular, that I almost became a collaboration with her. I asked and spoke to her extensively throughout the process of writing the book, and she felt a kind of responsibility. She's always felt a degree of responsibility towards articulating her experiences of that time to us, to her children, because she had no faith in the sort of political apparatus to do that job, or the educational sort of apparatus, that she felt that we ought to know what she endured and understand why people did what they did during that time. And so I felt then that I had a responsibility from inheriting this story, that I had to articulate her experience of it. And it was a very vivid experience in a lot of ways. And there is a mother character in the book, and she's explicitly based on my mother. And that felt important to me, to give her story a space within this story, for her to almost occupy it and to articulate it. And I guess it also comes from a responsibility towards my community, in that I come from a community that was ghettoized, that was seen as being criminal, that was seen as being terrorists, or at least the centre of where terrorists emerged. I was Catholic, working class, from West Belfast. So these sort of images circulated in the media sphere that portrayed my people and my community in a very particular way. And so much of what I was trying to do then was to deconstruct that and actually say, well, this is the people as they exist, which I think can be the function of fiction or the function of literature, you know. I guess we live in a landscape in which language is obscured, or language obscures reality. Literature can afford us clear reality in a different way. Sorry. J'admire beaucoup le travail des interprètes. Je suis fascinée. Donc, votre question porte sur le fossé qui potentiellement va continuer à s'élargir pour les générations suivantes, mais en fait, je sens déjà ce fossé même maintenant, puisque entre la génération des personnes qui ont vécu ces événements directement et leurs enfants ou leurs petits-enfants, il y a déjà ce fossé, et il y a pour eux ce processus de guérison qui est encore en cours et avec lequel on doit négocier. Donc pour les jeunes gens, il y a une certaine distance par rapport à ces événements-là, mais de beaucoup de manières différentes, ces événements sont encore très proches. Suite à ce cessez-le-feu qui a eu lieu en 1998, je dirais qu'il y a eu des événements violents qui ont continué jusque dans les années 2000. Alors pas forcément explicitement violents comme c'était le cas avant le cessez-le-feu, mais des parades ou des émeutes intercommunautaires. Donc ça a continué même après. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je n'ai pas fait de recherche dans les archives parce que ma famille a directement vécu cette période-là, en particulier ma mère. Donc, c'est rapidement devenu une collaboration avec ma mère. J'ai passé beaucoup de temps avec elle dans le processus d'écriture. Et elle, ma mère, ressentait une grande responsabilité envers nous d'abord, de transmission, parce qu'elle n'avait aucune confiance dans l'appareil politique ni dans l'éducation du pays pour arriver à nous transmettre tout cela. Et donc, elle voulait absolument que nous sachions ce que elle et sa génération avaient enduré et pourquoi ils avaient fait certains choix.
Et donc, une fois qu'elle m'avait transmis ça, j'ai senti que c'était ma responsabilité, à mon tour, d'arriver à articuler son expérience et à l'exprimer de façon vivante. Donc, dans le livre, il y a un personnage de mère qui est explicitement inspiré par ma propre mère, parce que je voulais créer dans le livre un espace pour pouvoir raconter son histoire. Donc un espace à occuper et à articuler. Donc c'était une responsabilité aussi envers ma communauté qui a été longtemps ghettoisée, considérée comme des criminels, des terroristes. Donc je parle de la classe des travailleurs catholiques dans l'ouest de Belfast. Donc l'image qui a été longtemps véhiculée dans les médias, c'est vraiment cette image de criminels, de terroristes. Et c'est ça que j'essaye de déconstruire, de montrer ces gens comme ils ont existé, comme ils existent, par le biais de la fiction et de la littérature. Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un paysage dans lequel la langue peut rendre les choses obscures, et à l'inverse, la littérature et la fiction peuvent nous permettre de les éclaircir. Sur cette notion d'éclaircissement par la littérature, Andrei Kourkov, une très grande violence règne à Kiev en 1919. Les miliciens, quand vous lirez le livre, vous verrez, sont brutaux. Là, vous pouvez être condamné à mort sur un coin de table. Et en même temps, vous avez une manière de tourner en dérision cette époque, notamment les arrêtés, les interdictions. Parce que les arrêtés, notamment celui de la viande, personne n'est au courant, pas même ceux qui les font respecter, et tout le monde rêve d'en manger, à commencer par ceux qui les ont interdits. Est-ce que c'est pas ça, la plus grande violence, et cette absurdité ? Je pense que je ne sais pas tout sur l'absurdité et sur la violence de 1918-1921. En fait, j'ai trouvé refuge dans ces romans pour ne pas écrire sur la violence d'aujourd'hui. Je ne peux pas écrire la fiction sur aujourd'hui après les abeilles grises. J'écris déjà 3 livres, 3 journaux de l'invasion. Le deuxième journal va apparaître dans quelques semaines chez Noir sur Blanc. D'accord. Et je continue à écrire le journal, les essais sur ce qu'il passe aujourd'hui, mais je ne peux pas m'imaginer écrire un autre roman sur la réalité, sur l'Ukraine à la guerre. Mais l'Ukraine à la guerre en 1918, 19, 20, c'est OK parce que c'est l'histoire. Je suis détaché, il y a une distance, mais quand j'écris sur les événements de 1919, j'ai bien sûr dans ma tête aussi les événements qui se passent aujourd'hui. Et parce qu'il y a si beaucoup de choses pareilles, par exemple, en fait, c'est la même violence à Kiev de 2018-19 qu'on a vu sur vidéo en printemps 2022 à Boutcha, Gostomel. C'est la même armée rouge, c'est les mêmes bolcheviks qui viennent pour occuper l'Ukraine et transformer l'Ukraine dans une province d'empire russe. En fait, c'est comme la continuation des mêmes histoires. Et c'est les mêmes gens qui font la même chose. Sauf Kiev est très différent aujourd'hui. Et c'est très intéressant à comprendre parce que Kiev en 1919 était partagé par les quartiers habités par les classes différentes, par les groupes différents qui n'avaient pas beaucoup de contacts avec les autres. C'est-à-dire c'est les éduqués, les riches, les intellectuels habitaient dans le centre historique de Kiev. Le quartier Podil, c'est le quartier juif qui reste toujours là, près du fleuve, près de Dniepr. C'était un quartier très différent, moins riche, avec beaucoup de commerces. Il y avait un autre quartier, Korenovka, qui était comme un village avec des paysans et avec des criminels d'origine des paysans à l'époque.
Aujourd'hui, c'est un quartier normal. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, Kiev est consolidé. Tous les Kieviens sont ensemble dans cette guerre. La guerre de 1918-21, en fait, était très différente parce qu'il y avait des quartiers qui étaient plus sympathisants à bolcheviques. Il y avait des gens qui utilisaient cette guerre pour devenir criminels, pour tuer les riches, tuer les professeurs, les familles des anciens officiers de l'armée russe et tout ça. Comme ça, oui, on peut parler d'absurdité, mais bien sûr, c'est plutôt sur la violence sociale et comment la société est changée par cette violence. Et cette littérature, celle qu'on a ici, celle de Michael Magee, celle d'Andrei Kourkov, elle fait ressentir la violence. C'est pas quelque chose de flou, parce que la violence, elle s'impacte dans les corps. Et vous parliez, Michael Magee, de votre mère et du personnage autobiographique de la mère de Sean Maguire dans Retour à Belfast. Vos personnages secondaires, il faut que je vous le dise, ils sont inoubliables. Ils sont absolument magnifiques, que ce soit elle, que ce soit Mary Read, que ce soit Anthony, son frère. Sean, il galère, ça c'est clair, mais il est quand même sacrément bien entouré. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces personnages principaux, notamment peut-être ceux dont vous n'avez pas parlé, Anthony et Mary Read? Of course, thanks. Yeah, I mean he does actually. You're kind of right in what you say there about him having people around him who in some way support him, or at least they're sort of there for him. They show love, and in fact, they show quite a lot of love to the point of almost suffocating him. And I think that's part of the difficulty that he has in himself, is that there's a lot about his environment that he's trying to escape. There's so much about his past, his family past in particular, but also the kind of social past that he's trying in some way to disconnect or run away from. And he's trying to find that through literature, through art and through writing. But the process of doing that creates a great discomfort in him, because in any sort of movement away, you sort of abandon a section of yourself, you know, a sort of some part of yourself that was created in that space, in that social environment. And then what happens when you begin to move away to your sense of self and how you feel in that way. The characters around him, yeah, I guess his older brother is kind of his. It's quite a complicated relationship that they have. His older brother's at a point in his life where he's sort of self-destructing in a lot of ways. He's coming to terms with something that happened in his childhood, an abuse that has haunted him his whole life, and he's turning to alcoholism and drugs and finding outlets for this inner rage that he carries around with him. And for Sean, that's immensely difficult, because he looks up to his brother in all sorts of ways, and also sort of sees him in some way as a role model, or as a way of being a man. And I guess that's part of the tension of the story in many ways, and created a good tension to sort of expose. But there are like a sort of, I think so much of what you're trying to do when you're writing a first person narrative is trying to evoke the world and the environment and the people who populate it through his eyes and his relationship to them. And so much of that is formed by the context that they're in, the background that they were born into, and also the effect that has on them individually as men, you know? Yeah. Is that enough? Vous avez raison, hein, de nombreuses façons, on peut dire que Sean est bien entouré. Il a des gens autour de lui qui sont là pour lui, qui lui montrent de l'amour, qui lui montrent beaucoup d'amour même, parfois trop, au point où il a l'impression parfois d'étouffer.
Et ça fait partie de ces difficultés, hein, parce que de nombreuses façons, il essaye d'échapper à sa famille, au passé de sa famille, au passé social aussi, sociétal, qui pèse sur lui. Donc il cherche à créer cette distance, cette déconnexion, cette fuite en avant par le biais de la littérature, de l'art. Et dans le processus, il ressent beaucoup d'inconfort parce que, en faisant ça, il a l'impression d'abandonner des parties de lui, parce que on est toujours créé par son environnement social. Donc, qu'est-ce qui se passe sur notre sens de qui on est quand on essaye de laisser derrière nous le contexte qui nous a créés. Et vous parlez du personnage de son frère aîné. Effectivement, c'est un personnage avec lequel il a une relation très complexe. Son frère aîné est autodestructeur. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'absolument traumatisant dans son enfance, qui le hante toute sa vie. Il se tourne vers la drogue, l'alcool et beaucoup de façons de déverser sa rage. Et c'est extrêmement difficile pour Sean parce qu'il y a tout ça et en même temps ce personnage du frère c'est un modèle pour lui, c'est son modèle d'homme, et donc ça crée beaucoup de tensions dans son parcours et dans l'histoire. Le récit est écrit à la première personne et ce que j'essaye de faire en écrivant à la première personne, c'est d'évoquer un monde, un environnement par le biais des yeux de Sean, par le biais de ses relations, en explorant comment il est formé par ce contexte autour de lui et quel est l'effet de cet environnement sur lui en tant qu'homme. Et il y a des choses aussi sur l'écriture. Moi, il y a un passage que j'aime bien. C'est vers la fin du livre. Il raconte qu'il est assis dans un café sur Bow Street. Il fait un temps radieux. Je lis. Hein, et j'essayais de décrire les allées et venues des pigeons sur le trottoir. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire à l'époque, décrire tout. Puis je mentionnais que j'étais en train de lire L'être et le néant, ce qui m'a bien fait rire. Les 3/4 du temps, je n'entravais absolument rien à ce que racontait Sartre, mais je trouvais que l'existentialisme était une philosophie géniale, etc., etc. Voilà, il y a aussi de l'humour dans le livre. Bien sûr, dans Retour à Belfast, de l'humour, et évidemment dans Le cœur de Kiev, vous l'aurez compris, un humour féroce, un commissariat de pieds nickelés. Leur entraînement militaire consiste à s'entraîner à fumer les taffes de cigarettes les plus grosses possibles pour les souffler au visage de la victime, pour lui faire potentiellement perdre un peu sa contenance. Ils se font tout voler, ils connaissent pas les lois, ils connaissent pas les décrets, mais si ça leur va, ils les acceptent. C'est un livre absolument réjouissant, à la fois extrêmement intéressant d'un point de vue documentaire et très émouvant. Alors merci beaucoup Andrei Kourkov et merci beaucoup Michael Magee. Grand livre Retour à Belfast. Merci, bravo. Bravo à tous les deux. Je rappelle les titres. Donc, le livre d'Andrei Kourkov, Le cœur de Kiev, traduit du russe par Paul Lequen et paru chez Liana Levy. Et puis, le livre de Michael Magee, qui est paru chez Albin Michel et qui, lui, a été traduit par suspense Paul Mathieu. Voilà. Et puis, bien sûr, on vous conseille aussi de lire le livre de Victor Del Arbol, Le fils du père, paru aux éditions Actes Sud, traduit d'espagnol par Émilie Fernandez et Claude Bleton. Merci pour votre attention. Dans un instant...